Donc, conformément à ce que vous avez donc l'habitude de faire à l'IHEST, l'idée c'est donc de poser une question, de rappeler le cheminement qui vous y a conduit, et puis donc Monsieur le Commissaire va y répondre. Essayez d'y répondre. On y va, donc premier groupe, est-ce que vous voulez bien venir ici, poser votre question, s'il vous plaît. Voilà. Vu que vous êtes debout, peut-être restez debout, ce serait dommage de se rasseoir. D'abord, comme je suis la première, je tiens à vous remercier parce que je trouvais que c'était un éclairage absolument passionnant de quelqu'un qui... en tout cas, de mon point de vue, qui a travaillé à une réflexion globale et pas sur un périmètre tel que celui qui nous occupe à chacun. C'est-à-dire que moi, je trouve toujours assez intéressant de se dire, alors, moi, je vois que l'individu ou la société, et je trouve que la société, elle a une telle diversité que c'est toujours un problème pour moi de parler de la société, de savoir avec quelle société je parle et je dois parler. Donc ça, merci beaucoup. La question qu'on a tenté de vous poser est finalement assez basique, parce que assez basique, hein, quasiment, on l'assume. La question est vraiment, on part du constat qu'on est nombreux en tant qu'individus, partie prenante de sous-groupes, à être des acteurs, être dans l'engagement existant aujourd'hui. Et finalement, c'est comment on passe de cet engagement quasi individuel vers un engagement collectif autour de cette question de la réserve, entre guillemets, ou de l'association des auditeurs, avec une proposition qui avait été faite éventuellement d'avoir une réflexion d'une porte d'entrée, enfin d'une double porte d'entrée vers des prescripteurs d'une structuration, ou des porteurs de projets qui s'inscriraient une fois cette prescription définie, ou les deux. Voilà. J'espère que j'étais pas tout à fait claire. Je ne suis pas sûr de tout comprendre. Ok, donc je reprends. Allez-y. D'accord. Donc on ne pratique pas la stratégie des Horaces et des Curiaces. Je vais écouter toutes les questions et me débrouiller pour faire une réponse structurée après, de manière à ne rien oublier. Encore du même groupe, juste pour compléter. Non, je reste là. Notre réflexion portait autour de deux types d'actions. Soit nous sommes des gens qui allons faciliter l'exécution d'un projet, ou alors nous sommes des personnes ressources. Et comment est-ce qu'on peut articuler, quelle structure constituer pour que à la fois ces deux compétences puissent s'articuler. Voilà, soit nous allons mettre en relation avec des gens qui sont compétents et spécialisés, soit sur ce sujet-là, nous-mêmes, nous nous sentons compétents et spécialisés, et alors nous pouvons agir. Donc, comment articuler ces deux aspects-là ? Voilà, alors, en tenant compte... Je vais passer le micro dans le deuxième groupe, c'est peut-être plus simple. Ok, merci. Donc dans ce groupe, déjà en préalable, je dirais que par rapport à votre éclairage, votre exposé, il y avait des perceptions différentes. C'est-à-dire que, si je comprends bien, dans notre groupe, on était d'accord que
la grille de lecture, la grille de définition de la diversité de la société a évolué, de quelque chose lié à des appartenances, à quelque chose qui sont plus des projets. Par contre, l'envie d'engagement, pour plusieurs d'entre nous, restait vraiment vif et vivace dans le quotidien de certains. Et donc on s'est plutôt posé la question de ceux qui sont justement à la marge d'hier, de la grille de lecture de la société d'hier ou d'aujourd'hui. De toute façon, on est d'accord pour tous qu'il y a bien une évolution phénoménale en cours et que c'est difficile. Si vous prenez l'exemple de l'éducation dont vous nous avez parlé, qui est bien concret, comment passer d'une organisation qui était basée sur j'élimine, on regarde d'abord les compétences et puis après on discute, finité de voir et on verra, à quelque chose qui est beaucoup plus donner l'envie de conserver sa capacité à apprendre et devenir une médaille Fields dans quelques années, même s'il était mauvais en maths quand il était en CM1. Donc c'était ça notre question. Quels sont les accélérateurs possibles d'évolution de la société, des encadrants, aussi bien sûr dans la formation qui est simple et concrète, mais au-delà même vers cette notion dont vous nous avez parlé d'une éthique universelle, de perception de l'autre, de l'étranger, etc. Comment faire pour qu'on aille plus vite et qu'on évite une révolution sanguinaire, etc. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On m'a promis que ce micro allait au fond de la salle. Je teste. Est-ce qu'il y a un fil ? Effectivement, c'est limite. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Ça a suscité vraiment pas mal de questions. Ça allait jusqu'à la science est-elle exclusive ou inclusive. Enfin, on est allé assez loin dans la réflexion. Ce qui nous a tous marqué, c'est effectivement cette notion de parcours et d'engagement court terme, finalement. Et donc, ça nous a amené et de temporalité. Du coup, c'est vrai qu'on est dans une société où finalement l'engagement global est une somme d'engagement court terme. Et finalement, notre question, elle est là-dessus, elle porte là-dessus. C'est comment engager un projet collectif à long terme sur la base d'engagement individuel à court terme et quel rôle la réserve citoyenne peut-elle jouer ? Sachant que la science, on est quand même dans une logique plutôt de rationalité et moyen et long terme et que finalement, quel apport on peut avoir pour maintenir cette cohérence entre des engagements à court terme et de la citoyenneté ou des projets qui sont vraiment moyen terme. Voilà. Merci. Oui, alors donc, je vais essayer d'être plutôt asynthétique parce que finalement, on n'a pas réussi à faire une synthèse immédiate, mais en même temps, la parole a énormément tourné. Donc, ce qui fait que moi, je retiendrai avant tout la proposition que j'ai faite au groupe, qui était celle de la question de quelles sont les formes de la citoyenneté, mais quel est le fond, quel va être le fond, le fondement pour une réunification des imaginaires. L'idée serait d'intégrer en tout cas la nécessaire mutation des humanités, et notamment par la science, puisque c'est ce qui nous occupe, peut-être à travers une réappropriation des outils numériques pour les jeunes et pour l'éducation, notamment pour passer et pour constater évidemment le passage des cultures ataviques aux cultures composites, de l'identité racine à l'identité rhizome, comme le dit Édouard Glissant, et donc cette nécessité de trouver une forme de magnétisme commun qui nous permette de nous retrouver ensemble dans un terrain commun, donc je dirais un bien commun pour reprendre les fondements même de ma présence ici. Alors, si j'ai bien compris, il y a deux questions théoriques et deux questions pratiques, en fait. Il y a qu'est-ce qu'on peut faire, nous, et comment le faire, et puis la question plus générale des accélérateurs et de l'existence de projets collectifs.
Alors, je vais commencer par la deuxième question, justement. Comment accélérer la transition du monde 1 vers le monde 2 ? C'est-à-dire, est-ce que, compte tenu de l'ampleur du basculement que j'ai évoqué, que vous ressentez par ailleurs dans vos connaissances et dans votre pratique, est-ce qu'on peut gérer ce basculement sans rupture ? Est-ce qu'on a des exemples d'accélérateurs de transformation ? Je vous fais une réponse qui est un témoignage. Moi, il y a un accélérateur de transformation que j'ai, si j'ose dire, sous la main et que j'observe tous les jours, c'est le service civique. Pourquoi ? Parce que le service civique, le volontariat des jeunes était, il y a 8 ans, une notion totalement inconnue dans notre pays. Nous n'avions aucune expérience de volontariat, par différence avec l'engagement bénévole. L'année dernière, nous avons accueilli 125 000 jeunes volontaires. Et demain, je crois pouvoir dire que l'universalisation du service civique sera la base du futur service national universel. Que s'est-il passé entre-temps ? Il s'est passé entre-temps une somme d'expériences positives. C'est-à-dire que le parcours des organismes qui accueillent des jeunes volontaires est à peu près toujours le même. Je mets entre parenthèses les quelques structures associatives qui sont depuis l'origine des volontaristes du service civique, Unicité notamment, mais quelques autres réseaux, la Ligue de l'enseignement, la FEV, l'Union nationale des missions locales et un certain nombre d'autres. Le parcours est toujours le même, c'est-à-dire on considère d'abord la difficulté qu'il y a à accueillir des jeunes. Vous savez qu'un jeune volontaire en service civique, on n'a pas le droit de lui demander ses compétences avant de l'accueillir. On recrute son jeune volontaire uniquement sur sa motivation. Il est interdit d'exiger des compétences. Et nous passons une partie de notre temps à éliminer, chaque semaine, nous éliminons plusieurs dizaines d'annonces de missions sur le site internet de l'agence, parce que malgré ce qu'on explique quand on délivre des agréments, il y a toujours des gens qui disent voilà, ce serait mieux s'ils parlaient anglais, Word, Excel, etc. Bon. Donc ça, on élimine. Donc comment on fait pour accueillir un jeune dont on ne sait pas ce qu'il sait faire, et puis comment on va l'encadrer, et puis c'est quoi un jeune, et puis ça fonctionne comment, est-ce que ça arrive à l'heure, est-ce que ça a les pieds propres, enfin bon. Non mais, évidemment je caricature pour aller vite, mais je vous jure que la caricature existe dans le ressenti des gens. Et puis une fois qu'ils s'y mettent, bon, ils font le nécessaire, ils s'ajustent, ils vont faire la formation des tuteurs, etc. Et tous les récits que j'ai entendus sont toujours les mêmes. Une fois franchi ce seuil d'appréhension, et parfois de difficulté, parce que ce n'est pas forcément évident d'adapter le fonctionnement d'une organisation, d'un collectif, d'une assoce, d'une institution publique, etc., à un ou plusieurs jeunes plus ou moins dépenaillés, une fois ce moment franchi, à la fin de la première mission, la conclusion est toujours la même. Quand est-ce qu'on accueille le suivant ? Donc, l'expérience, à 98%, l'expérience est positive. Accueillir des gens, s'interroger, dialoguer avec eux sur leurs aptitudes, adapter ce qu'on leur demande à leurs aptitudes pour qu'ils s'appuient sur ces aptitudes pour acquérir des compétences nouvelles, c'est en train de devenir un modèle de formation. Ça tombe bien puisque c'est le modèle de formation préconisé par un certain nombre de gens, dont les compagnons du Tour de France dont je parlais tout à l'heure, qui pratiquent ça depuis toujours. Dont c'est, alors, dans un contexte culturel et sur des métiers bien précis, mais c'est très proche de leur philosophie. Donc il y a une somme d'expériences positives qui produit progressivement un effet d'accélération. Et le service civique, il est dans une phase d'accélération. C'est-à-dire que 53 000 jeunes en 2016, 53 000 en 2015, 92 000 en 2016, 125 000 en 2017. En 2018, on va dépasser 150 000. Et donc, ça progresse par bouche à oreille. Parce que les jeunes le racontent comme une expérience positive. Et donc, ils encouragent d'autres jeunes à le faire. Je suis par ailleurs, apparemment ça n'a rien à voir, mais c'est la même logique. Je suis par ailleurs en train, avec 70 organismes de nature diverse, en train de créer un outil qui s'appelle le Carrefour des innovations sociales. Le Carrefour des innovations sociales est un réseau et une communauté cherchant à donner de la visibilité et à mettre en commun
l'immense quantité d'innovation sociale qui existe sur le territoire national. Il y a partout sur le territoire national des gens qui inventent des solutions à des tas de problèmes sociaux, économiques, écologiques, culturels, etc. Nous sommes donc en train... Il y a des dizaines et des dizaines de lieux, d'organismes de nature diverse qui détectent, abritent, accompagnent ces projets d'innovation sociale et qui donc les répertorient sur des sites internet, dans des bases de données. Et donc le Carrefour des innovations sociales est un moteur de recherche qui est fait pour permettre d'avoir accès à ces innovations sociales. Nous avons la version bêta va sortir au mois d'avril. L'année dernière, on a sorti un prototype de ce moteur de recherche. Rien qu'avec le prototype et un petit nombre de contributeurs, on a sorti 10 000 innovations. On a identifié 10 000 expériences différentes d'innovation sociale. Donc maintenant qu'on a 70 contributeurs et que l'outil est en train de se sophistiquer, on va donner de la visibilité à la capacité de la société à construire des expériences positives face à un certain nombre de problèmes qui sont par excellence des problèmes sociaux ou des problèmes économiques. Donc l'accélérateur de la transition, c'est un accélérateur que permet en partie la technologie, mais la solution n'est pas technologique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la situation où on peut construire des institutions contributives. Les institutions de nos aînés, de nos ancêtres, étaient des institutions intégratives, c'est-à-dire j'ai mes règles, j'ai ma technique, j'ai mon corpus de connaissances, j'ai ma mémoire, je te prends toi, individu lambda, et je vais te formater à ce patrimoine que je représente. Et comme je vais t'intégrer à mon patrimoine avec parcours initiatique, formation, diplôme, galon, que sais-je encore, eh bien tu vas à ton tour faire vivre cette institution. Et les institutions sont reproduites comme ça pendant des siècles. Les institutions que nous commençons à construire aujourd'hui, et la société fonctionne déjà comme ça, ce sont des institutions contributives. Comme dit McDonald's, tu viens comme tu es. Non, mais ils ont de bons communicants, donc ils sont à l'écoute de la société. Tu viens comme tu es, et on a un projet commun, et si tu viens, tu vas contribuer au projet. Et on crée ce qu'on appelle une communauté d'action. Ça, c'est le message clé que la Fonda adresse au monde associatif, c'est de lui dire la façon dont le fait associatif s'est institutionnalisé pendant environ un siècle, un peu plus d'un siècle maintenant, est en train de disparaître. Le fait associatif ne disparaît pas. La volonté de mettre en commun ses activités et ses connaissances dans un but autre que le partage de bénéfices existe plus que jamais dans notre société. C'est même un des principaux moteurs du vivre ensemble, mais il est contributif, il est plus intégratif. Et les associations étaient intégratives aussi autrefois. Et maintenant, on fait venir les gens sur un projet. Alors, comment on passe de ce mécanisme-là à un vivre ensemble et un faire ensemble de long terme? Je n'ai pas la réponse. Mais ce que je peux dire, alors à partir du petit bout d'expérience que j'ai, notamment du service civique, c'est que l'individu qui a vécu positivement la reconnaissance de son rôle contributif dans la société va continuer à contribuer. Et alors, les études d'évaluation du service civique sont en cours. Je n'ai pas de résultats scientifiques à vous donner, j'en suis désolé. Mon observation empirique, c'est que, en particulier, 1/5 à 1/4 des jeunes volontaires auront à nouveau, dans leur vie, et parfois tout de suite, de nouvelles expériences d'engagement personnel à titre bénévole, en dehors de leur engagement professionnel, etc. Mais on voit bien que la trajectoire, ça se construit, et qu'on entrevoit la possibilité de bâtir des institutions sur la base de la reconnaissance des trajectoires. C'est un peu abstrait ce que je vous raconte, mais je veux dire, l'institution, c'est une abstraction de toute façon. L'institution, c'est un ensemble d'énoncés de langage. Donc la forme que prennent ces énoncés est en train de changer. Alors, il y a un phénomène qui est très remarquable de cette mutation de la construction des institutions, c'est l'émergence de l'éthique comme problématique centrale de l'institution. Les institutions d'avant étaient fondées sur un corpus de règles. Les institutions d'aujourd'hui et de demain se fondent sur un corpus d'engagement éthique.
Il y a un phénomène qui n'a pas encore fait l'objet d'un travail d'analyse scientifique, mais c'est un joli chantier, c'est d'analyser le corpus des chartes éthiques dont se dotent toutes les organisations collectives du monde contemporain, toutes sans exception. Je vous mets au défi de me trouver une entreprise, une assoce, un groupement, un projet, un institut de ceci ou de cela, qui n'ait pas écrit sa charte éthique. Il y a un vrai travail de sémantique et de linguistique à faire. Faisons l'analyse méthodique des énoncés qu'il y a dans les chartes éthiques. Eh bien, moi, mon hypothèse, c'est que ce corpus d'énoncés, il est le corpus des institutions naissantes de notre société. Donc les accélérateurs, ils sont là. Il faut les développer. Donc je garde le rôle de la réserve pour après. J'essaye de répondre à la quatrième question sur la réunification des imaginaires. Elle est évidemment terrible, puisque, comme mon ami Stéphane Rosès le démontre assez bien, les imaginaires collectifs restent profondément marqués par les cultures nationales. Et qu'une des tensions auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés dans le monde contemporain, c'est que les enjeux, les objectifs de l'action, les cadres de l'action échappent de plus en plus à la définition nationale des territoires, alors que les imaginaires collectifs restent des imaginaires nationaux. Le travail le plus intéressant qu'ait fait Stéphane Rosès à cet égard, c'est la confrontation entre l'imaginaire français et l'imaginaire allemand. Quand on creuse un peu, on comprend assez vite où est à la fois la nécessité stratégique comprise par les uns et par les autres d'agir ensemble, et vérifiée sans arrêt, puisque dès qu'on cesse d'agir ensemble, on est dans la mouise, l'un et l'autre, et l'extraordinaire difficulté qu'on a à construire le cadre imaginaire de cette action collective, parce que nos imaginaires sont construits sur des histoires qui sont vraiment diamétralement opposées. Alors il y a une expérience, réunification des imaginaires, c'est sans doute pas facile. Il y a un phénomène qui pousse quand même à, sinon une réunification du imaginaire, en tout cas une réunification des représentations du monde, c'est l'urgence écologique. L'urgence écologique change la perception du monde, puisque nous cessons de vivre dans un monde en expansion, dans lequel l'expression du pouvoir était la capture de la plus grande part possible de l'expansion en cours. C'est le principe des conquêtes coloniales, c'est le principe du mythe de la frontière dans la société américaine, c'est le principe même de la motivation initiale de la conquête de l'espace. S'approprier la plus grande part d'un monde en expansion. Depuis que nous avons pris conscience, et c'est très 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 récent, que nous vivons sans doute définitivement dans un monde fini, aux ressources limitées et aux capacités de survie menacées, notre conception même du pouvoir change. Elle est en train de changer. Alors ça ne va pas sans extraordinaire tension, et la montée des populismes est là pour démontrer la force de ces tensions et la frayeur absolument extraordinaire que provoque ce changement de paradigme, puisque donc il y a toute une part de nos contemporains qui résistent farouchement à cette idée. Et pour y résister farouchement, ils essayent de se construire des isolats dans lesquels ce phénomène général ne viendrait pas à s'appliquer parce qu'il resterait entre eux. Je ne fais que paraphraser le livre de Bruno Latour qui s'appelle « Où atterrir » et que je trouve extraordinairement convaincant sur ce terrain. Dans ce contexte-là, j'ai fait l'expérience la semaine dernière, je le disais tout à l'heure, que instaurer, animer un travail collectif autour des objectifs du développement durable est une démarche vraiment intéressante, une démarche d'apprentissage collectif, de pédagogie collective. Ça marche pas mal. Les objectifs du développement durable, c'est pas une injonction donnée par une puissance supérieure à faire, c'est le début d'un référentiel partagé où chacun peut situer son action et articuler à celle des autres. Voilà, on n'en est vraiment qu'au début de cette démarche, mais je pense qu'elle mérite d'être poursuivie. Alors, dans ce contexte-là, quel est le rôle d'une réserve citoyenne comme la vôtre, celle que vous avez en projet? Est-ce que vous êtes vous-même des prescripteurs, c'est-à-dire donner à d'autres des objectifs ou des points de repère pour leur action? Est-ce que vous devez être vous-même des porteurs de projets? Est-ce que vous devez être des médiateurs
entre le monde de la connaissance scientifique et le monde de l'action collective, c'est ça que j'ai cru comprendre. Et entre ces trois fonctions, est-ce que vous pouvez contribuer à ce que la succession des engagements de court terme puisse structurer un engagement collectif de plus long terme? Je ne pense pas qu'il faille raisonner par exclusion, là non plus, mais plutôt par inclusion, c'est-à-dire que, j'allais dire à l'évidence, c'est tout sauf évident, mais dans ma compréhension de qui vous êtes et du rôle de l'Institut, vous êtes d'abord des médiateurs. Vous êtes d'abord des médiateurs parce que ce que vous avez fait ici ensemble, compte tenu de la diversité de vos expériences et de vos origines, compte tenu de la nature de l'expérience que vous partagez, vous a donné une compétence particulière qui est celle de la médiation, du dialogue, de l'échange, de la compréhension des choses incompréhensibles. Le résultat de l'IHEST, s'il est positif, c'est que malgré la diversité de vos champs de compétences, vous vous êtes entraîné à une certaine familiarité, une capacité d'écoute à l'égard de compétences qui ne sont pas les mêmes que les vôtres. Et donc, ça a été évoqué tout à l'heure. Vous avez en commun un certain niveau de culture scientifique. Le risque de la culture scientifique, c'est l'enfermement dans l'expertise, dans la spécialisation. Et l'exercice que vous menez ici, comme d'ailleurs dans les instituts de hautes études comparables aux vôtres, est bien celui d'une ouverture, non seulement d'une empathie, bien sûr, que permet la petite communauté que vous formez pendant un an, mais au-delà de l'empathie, la capacité à savoir qu'il existe d'autres univers de connaissances, à commencer à comprendre comment ils fonctionnent, à commencer à pouvoir les décrypter. On est donc bien là, encore, c'est ma métaphore favorite, pardonnez-moi d'y revenir, dans la constitution d'un langage commun. Donc vous avez, dans la tour de Babel dans laquelle nous vivons, vous avez la capacité à être des médiateurs, des interprètes, et je pense que votre stratégie doit reposer là-dessus. Ça ne vous interdit évidemment pas d'être porteur de projet et de vous mobiliser en faveur de tel ou tel projet de votre connaissance, de votre territoire, de votre milieu professionnel, s'il en vaut le coup, évidemment. Et ça ne vous empêche... Alors, prescripteur, ça me paraît plus compliqué. Prescripteur, ça me paraît un peu plus compliqué. J'ai un peu de mal à imaginer dans quel cadre institutionnel vous pourriez être prescripteur, ou alors vous chercheriez à vous ériger en prescripteur en disant nous, on a fait l'IHEST, on est des savants, on est des sachants, et donc on va vous dire ce qu'il va penser. Là, permettez-moi de vous dire que si vous partez comme ça, vous n'irez pas très loin. Vous n'irez pas très loin parce que c'est précisément ce qui fait aujourd'hui la crise de la vérité scientifique, c'est que la position de prescripteur du sachant n'est plus reconnue. Elle n'est plus reconnue. C'est un des éléments de l'ensemble des transitions institutionnelles que nous vivons, mais cette posture-là n'est plus tenable. Donc votre capacité de conviction et votre expertise, il faut la mobiliser à travers d'autres mécanismes que le mécanisme de la prescription, et donc principalement celui de la médiation et celui de la contribution au projet. C'est-à-dire que moi, si je veux, dans mon quartier, voilà, je suis convaincu par le développement durable, je veux promouvoir les jardins partagés, le compostage de proximité, l'attitude citoyenne vis-à-vis des déchets, le recyclage, etc. Il y a des choses que je peux faire avec pas beaucoup d'expertise, mais un peu de bonne volonté, de sens de l'organisation. Mais il y a des choses qui demandent de l'expertise. Fabriquer un compost, ça ne s'improvise pas, il y a des techniques. Eh bien, si sur mon territoire, j'ai un sachant qui va m'expliquer comment on fait un compost, il sera le bienvenu. Alors, il se trouve qu'en plus, je connais un type qui a créé une start-up qui fabrique des capteurs que vous mettez dans le compost, et avec votre téléphone portable vous dit si votre compost se porte bien, température, humidité, pH, etc. C'est absolument génial. Donc, je pense à lui. Mais c'est évidemment un exemple. Mais des exemples de processus collectifs liés à l'occupation d'un territoire, à l'habitat, à l'énergie, au transport, etc., qui s'enrichissent, qui peuvent s'enrichir de compétences scientifiques, évidemment, il y en a à l'appel. Et là, votre capacité contributive est considérable. Est-ce que, dernière réponse, est-ce que cette façon d'agir vous permet d'être des facteurs
de continuité et de durabilité de l'engagement? Oui, si votre objectif, votre souci est effectivement de contribuer à la réussite des expériences collectives. Si vous estimez, je pense que vous l'estimez, que le fait que vous déteniez des compétences scientifiques vous permet d'enrichir et de garantir le succès de certains types d'expériences collectives, et sur le modèle de ce que je viens de vous dire, du gars qui sait comment on fait un compost, si vous êtes capable, en apportant vos compétences, de soutenir la réussite notamment d'un projet d'innovation sociale, alors oui, vous contribuerez à la continuité et à la durabilité de l'engagement, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'expérience positive qui génère la continuité du sens de l'engagement.